فاسر مدیر اجرایی کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف. Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais peut-être tenter de faire une sorte de fusion entre ce que M. Howard Dean appelait le thinking des Français et le acting des Américains. Alors, pour le thinking des Français et des Belges d'ailleurs aussi, on m'a demandé de présenter quelques réflexions d'un de nos amis de longue date, le professeur Éric David, qui a, comme Madame le professeur à l'instant, produit une consultation sur les événements du 8 avril 2001, qu'il a apprécié au regard du droit international. Alors bien sûr, il a rappelé à plusieurs reprises, comme cela a été dit, le statut de personnes protégées, de réfugiés politiques, le statut de résident de longue date sur le territoire irakien, et rappeler les violences qui ont été subies par les résidents d'Ashraf depuis juillet 2009, à la fois à travers des actions meurtrières au mois de juillet et au mois d'avril dernier, mais aussi par des attaques, des tortures, des blocus médicaux et des violences perpétrées en permanence contre des populations civiles. Ces blocus médicaux qui ont entraîné d'ailleurs à plusieurs reprises le décès pour refus de soins de différents membres et résidents d'Ashraf. Alors la question qu'il posait, qui va dans le droit fil des questions que posait Madame le professeur, consistait à se demander quelle est la nature juridique des affrontements qui se font part entre les forces irakiennes et les résidents du camp d'Ashraf, qui sont donc, on l'a rappelé, considérés comme une population civile. Alors, il se posait la question de savoir si ces affrontements qui opposaient les forces irakiennes étaient assimilables à un conflit armé, international ou intérieur domestique. Et bien évidemment, en application du droit international, il concluait qu'il ne s'agissait pas, concernant le statut de l'OMPI, d'un conflit armé entre hautes parties contractantes, l'OMPI ne pouvant pas être considéré comme un État, et qu'il ne s'agissait pas davantage d'un conflit armé non international, puisque, en définitive, il n'était pas contestable que depuis 2003, les résidents du camp d'Ashraf étaient désarmés dans le cadre d'un accord passé avec les autorités américaines. Pour autant, il considérait quand même que le droit international humanitaire n'en restait pas moins applicable au camp d'Ashraf et que l'application même, ça a été rappelé à plusieurs reprises, tant par Mme Radjavi que par Mme le professeur, que l'article 45 de la 4e Convention de Genève imposait aux autorités américaines une responsabilité particulière dans le cadre du transfert sur la responsabilité du camp d'Ashraf aux autorités irakiennes, transfert qui, on l'a vu aujourd'hui, a été fait dans des conditions et un engagement des autorités irakiennes qu'elles n'ont pas assumé à travers les violences dont elles se sont rendues les complices. Alors, dans ce cadre-là, le professeur David posait une deuxième question, qui était celle des conséquences de cette première analyse et du droit international applicable. Et il examinait donc l'ensemble des faits commis à Ashraf du point de vue du statut de la Cour pénale internationale, qu'il considérait également comme l'expression d'un droit coutumier international, pour déterminer que les critères matériels de crimes contre l'humanité, intentionnels et contextuels, étaient remplis pour considérer que l'ensemble des faits qui avaient été commis par les autorités irakiennes sur le camp d'Ashraf pouvaient être assimilés à des crimes contre l'humanité, à des meurtres, transferts forcés de population, privation de liberté physique, actes de torture commis intentionnellement et effectivement dans un cadre contextuel d'atteinte large contre des populations civiles. Aucun des arguments du gouvernement irakien n'est aujourd'hui recevable et il ajoutait même que ces crimes constituaient également, puisque le droit international humanitaire trouvait à s'appliquer, des crimes de guerre. Et il terminait cette consultation en indiquant que tout État s'engage et s'oblige aujourd'hui, en application du droit international, à poursuivre pénalement les auteurs de ces faits s'ils sont trouvés sur le territoire de cet État. Je voudrais rappeler simplement ce qui a été dit par la Cour de La Haye il y a quelques semaines, au terme de laquelle d'ailleurs Mme Radjavi
le rappelait dans une de ses conférences de presse. Mme Rajavi devient la meilleure de nos avocats aujourd'hui. Elle indiquait que les soldats néerlandais qui avaient été envoyés en Bosnie pour le maintien de la paix par l'ONU en observateur de la situation sur le siège de Srebrenica en 1995 n'avaient pas été en mesure de protéger les civils musulmans du danger d'une attaque des Serbes de Bosnie. Selon le jurement, le gouvernement est responsable de la mort de ces hommes car les casques bleus hollandais, et ça me paraît très important de le dire, ne devaient pas remettre aux militaires serbes en Bosnie ces musulmans. Donc voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Et très franchement, aujourd'hui, certes, un mandat des Nations Unies, certes, un pays, ça a été rappelé à l'instant par le parlementaire, en situation comme les États-Unis, devrait agir. Je voudrais juste dire une dernière chose pour la partie française de nos actions judiciaires. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, que la décision qui a été rendue par la France, qui a pourtant longtemps trahi les valeurs de cette République, en obtenant le listing de l'OMPI et en combattant la décision de Luxembourg, qui a poursuivi depuis 2003 Mme Rajavi et ses amis devant les juridictions françaises, la France a reconnu, il y a quelques semaines, quelques mois, par la voix du procureur de la République de Paris et par la voix du juge d'instruction très vidique, un autre statut, qui n'est plus celui de refoulé, de réfugié politique, un autre statut qui est celui de combattant et de résistant. Aujourd'hui, les juges français ont clairement indiqué que jamais les Moudjahidines n'avaient attaqué des populations civiles en Iran, que jamais ils avaient toujours éventuellement poursuivi des cibles de gens qui torturaient, que les actions de résistance étaient toujours en réponse à des actes d'un terrorisme d'État. Et ils ont donc mis en exergue l'action de la résistance iranienne, y compris par des armes. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que les gens d'Ashraf sont désarmés. Donc, je voudrais terminer en disant que aujourd'hui nous sommes donc dans une position extrêmement favorable pour entreprendre ces actions. Je pense qu'il est fondamental que nous puissions agir dans ce sens-là pour obtenir le retour des forces américaines pour assurer la protection du camp d'Ashraf.